Nous sommes le 31 décembre 2017, le soir du réveillon du Nouvel An. Scott Kology passe la soirée avec sa famille, il a l'air heureux mais vers 23 h, il va monter dans sa chambre, s'armer d'un fusil et tirer sur la plupart de ses proches. Malheureusement, ils décéderont sur le coup. Pour tout savoir sur la triste et mystérieuse histoire de Scott Kology et sa famille, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un très beau Noël, un très beau réveillon de Noël avec vos proches, votre famille, avec les gens que vous aimez. Bon, avant de commencer, je tenais quand même vous annoncer une grande nouvelle pour moi. Il y a 4 jours, je me suis fiancée avec mon copain qui, comme vous savez, est le monteur de la chaîne. C'était important pour moi de le partager avec vous. Et voilà, j'espère qu'on pourra vous annoncer plein d'autres merveilleuses choses dans les années à venir, je l'espère. Bon, sinon pour parler de la vidéo et de l'affaire qu'on va traiter aujourd'hui, je vais vous parler d'un cas qui s'est passé le jour du réveillon du Nouvel An. J'ai un peu fait l'impasse sur une histoire qui se serait passée à Noël parce que j'avais pas trop envie de casser la joie de Noël en vous parlant d'une histoire un peu triste. Mais voilà, pour le Nouvel An, je me suis dit, on peut quand même le faire et puis comme ça reste un petit peu dans le thème. Donc je vais vous parler d'une histoire très triste qui s'est passée en 2017. Comme d'habitude, avant de commencer la vidéo, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et maintenant, lançons-nous dans la vidéo. Nous sommes en 2017, Scott Kology est un jeune garçon de 16 ans vivant dans le New Jersey à Long Branch. C'est une ville balnéaire d'environ 30 000 habitants. Là-bas, Scott vit dans un petit duplex dans le quartier ouvrier de la ville avec sa maman Linda Kology qui a 44 ans, son papa Steven Kology qui a 42 ans et sa grande sœur Brittany qui elle a 18 ans. D'ailleurs, Brittany est déjà à l'université, elle allait d'ailleurs à l'université de Stockton et revenait donc à la maison pour voir ses parents seulement pendant les fêtes. Scott a aussi un frère qui s'appelle Jonathan, mais il était bien plus âgé et avait donc quitté le domicile familial, et il avait un autre frère du nom de Steven Jr., mais malheureusement j'ai moins d'informations sur sa situation, mais j'imagine qu'il avait aussi quitté le domicile familial. Bon, plongeons-nous maintenant dans la journée du 31 décembre 2017. C'est la soirée et toute la famille est réunie pour fêter le réveillon du Nouvel An. Ils fêtent donc ça dans la maison familiale. La soirée se passait bien et il y avait évidemment pas mal de monde. On avait Scott, ses parents, ses 2 frères et sa sœur, ainsi que son grand-père Adrian et la compagne de son grand-père, Mary Schultz, âgée de 70 ans, que d'ailleurs Scott considérait comme sa grand-mère. Mais voilà, vers 23 h un peu passé, Scott va monter dans sa chambre et va se déguiser en Terminator. Donc Terminator, c'est le méchant du film du même nom qui est un robot envoyé dans le passé pour tuer une cible. Pour son déguisement, il va alors porter des lunettes de soleil et une veste en cuir noir. À ce moment-là, il va aller chercher un fusil semi-automatique de type AK qui appartenait légalement à son frère Steven Jr. Là, il va éteindre toutes les lumières de sa chambre et Scott va appeler sa maman Linda, qui était toujours avec les invités dans la cuisine de la maison. Et en entendant la voix de son fils qui l'appelle, Linda va aller dans sa chambre. Elle va alors ouvrir la porte et Scott va appuyer sur la gâchette en direction de sa maman qui décédera immédiatement. Son père Steven va alors se précipiter dans la chambre pour voir ce qu'il se passe et à son tour, il se fera tirer dessus par son fils et décédera sur le coup. Après ça, Scott va enjamber le corps de son père et il va se rendre à la cuisine là où il y avait tous les autres invités et il va tirer en tout 14 fois. En plus de ses parents, il va alors tuer sa sœur Brittany qui avait 18 ans, mais aussi Mary, la compagne de son grand-père. Heureusement, les 2 frères de Scott et le grand-père ont réussi à s'enfuir de la maison et n'ont pas été touchés par les balles. Mais évidemment, même s'ils n'ont pas été touchés physiquement, je tiens quand même à dire qu'ils étaient très marqués psychologiquement. D'ailleurs, pendant la fusillade, ce qui est assez dingue, c'est que Scott n'a jamais braqué l'arme sur son grand-père. Il n'a jamais tenté de tuer son grand-père. Et c'est vrai que pour lui, ça a été assez étrange. Pourquoi est-ce que Scott aurait voulu l'épargner lui? Et il y a beaucoup réfléchi et on pense que Scott, à ce moment-là, voulait tuer tout le monde, mais que son grand-père, comme il était vraiment très proche de lui, il s'est dit « je vais
pas lui tirer dessus. Bon, mis à part ça, la police va être contactée par le voisinage qui avait entendu des coups de feu et en arrivant sur place, les agents de police avaient alors trouvé 4 corps dans la maison et avaient finalement arrêté Scott qui se trouvait encore là. Ils avaient ensuite sécurisé les lieux et ont directement trouvé l'arme du crime. Scott sera alors emmené au commissariat de police et le même soir, à 3h14 du matin, commencera l'interrogatoire de Scott et il avouera directement, il dira qu'il est coupable. Alors Steven Jr., le frère de Scott, à qui l'arme appartenait, va justement être présent pendant cet interrogatoire et ce sera d'ailleurs un moment très difficile pour lui et plusieurs fois on le verra fondre en larmes pendant l'entretien. En fait, ce qui est vraiment touchant, c'est que Steven, même s'il va pleurer, parfois s'énerver contre son frère, on sent que pendant cet interrogatoire, il était toujours là pour le protéger. D'ailleurs, il le prendra même dans ses bras à un moment donné. Il avait en fait toujours été extrêmement protecteur avec lui et on sent qu'après le drame, il était juste perdu. Il avait envie de le prendre plus dans ses bras, mais en même temps, il venait de tuer toute sa famille. Mais d'un autre côté, il se disait que c'était peut-être pas de sa faute, sans doute pas de sa faute, parce que oui, Scott était un peu différent, il avait quelques petits retards mentaux, quelques différences par rapport aux autres garçons et il s'est dit, est-ce que c'est une maladie mentale? Est-ce que c'est vraiment lui qui a fait ça? Et donc on sent qu'il est juste perdu, qu'il ne sait pas comment faire et je pense que personne ne peut imaginer ce que Steven devait ressentir à ce moment-là. D'ailleurs, sur les images de caméras de surveillance, à un moment donné, Scott va demander pour aller aux toilettes. Les agents vont l'accompagner jusqu'aux toilettes et Steven va se retrouver tout seul dans la salle d'interrogatoire et on va le voir qu'il va vraiment pleurer encore plus et qu'il va s'énerver, prendre un objet sur la table et qu'il va le jeter violemment par terre. Donc vraiment, il avait une très grosse colère en lui. Quelque chose qui va être aussi très dur pour Steven, c'est que Scott, lui, de son côté, va être très froid. Il va manifester aucune émotion et pendant l'interrogatoire, il va tout simplement expliquer comment est-ce qu'il a tué ses parents, comment est-ce qu'il a tué sa sœur et sa grand-mère. Et ça va être très graphique et il va expliquer ça dans les détails avec son frère juste à côté. Voilà, je vais vous mettre un extrait de la vidéo parce que vraiment c'est un moment très important dans cette histoire. Let me rewind a little bit. So upstairs, your mom walks in, right? Opens the door. She didn't walk in yet. So the gun was loaded already. Yes. How many times do you shoot her? I would say 5, 7 times. Where do you shoot her at? What part of the body? And then like the torso and chest. All right, and then your father hears the shots and he comes up? Yes, and then it was his back. His back? Yeah. All right, and then you walk down the steps Yeah. with a gun loaded and you go in the kitchen. Yeah, and then the rest. How many times do you shoot your sister? 3 times. Where do you shoot her at? Well, she was sitting down, so it was like kind of like chest and head region. And who's the other person you shot? Grandmother. Your Mary. grandmother. Yeah, chest region. Chest region? Yeah. How many times did you shoot her? You 4 times, I believe. 4 times. Like, and I know, like, because I had the things in my ears, it was muffled, but, like, it was also because it wasn't there fully. When you were loading the mags and when you were doing this, there Yeah, I was was, like, questioning it, but I just, like, couldn't stop. Like, it was, like, something subconsciously, like, I had to do it. Did you feel anger? At certain moments, yeah. Okay. Ici, on peut remarquer que Scott comprend ce qui s'est passé, il explique ce qui s'est passé, mais il est comme en décalage, comme dans une dissociation, comme s'il ne comprenait pas que c'était lui qui avait tout fait. Et d'ailleurs, il va dire à un moment donné, quand tout était en train de se passer, je savais que je le faisais. J'avais juste l'impression de ne pas être moi. Et vous voyez, ce qu'il dit là, je trouve qu'on le ressent très fort encore dans la vidéo de l'entretien. On a vraiment l'impression qu'il n'est pas lui, qu'il n'est pas en train de vivre tout ce qui est en train de se passer, il est juste en train de le raconter. Par contre, il dira quand même à maintes reprises dans l'entretien qu'il savait exactement ce qu'il faisait. Et donc, voilà, que c'est pas comme s'il savait pas que c'était mal, comme si il avait oublié. Non, il sait ce qu'il a fait exactement, il sait que c'est mal et il le reconnaît. Je vous rappelle quand même que cet entretien s'est passé seulement 4 heures après la tuerie, donc ils sont vraiment encore totalement imprégné par ce qui s'est passé. Le seul moment où Scott fera preuve d'un tout petit peu d'humanité, si on peut dire ça comme ça, c'est au moment où il expliquera aux policiers que pendant qu'il tirait sur sa famille, il faisait toujours attention à ce qu'ils ne bougent plus du tout une fois au sol, car il voulait que leur mort soit rapide pour ne pas qu'ils souffrent.
Donc s'il voyait que sa victime bougeait encore, il lui retirait dessus directement parce que le but c'était qu'elle décède, pas de la torturer. Alors ça reste des paroles très difficiles à entendre, mais c'est tout de même un passage intéressant pour comprendre un peu plus la psychologie de Scott. Le procès s'ouvrira alors en 2022, 4 ans après les faits, et bien que Scott était mineur au moment des faits, le juge a décidé qu'il serait inculpé en tant qu'adulte et lors de son procès, il était âgé de 20 ans. Au début du procès, le procureur du comté de Monmouth va s'exprimer devant toute l'audience en disant « Il s'agissait d'actes pervers commis par quelqu'un qui savait exactement ce qu'il faisait. Il les a tués parce qu'il le pouvait. » Donc là, on comprend que dès le début du procès, le procureur est contre Scott et on sent qu'il va être assez hermétique à sa défense. Ce qu'on peut comprendre. En fait, ce qui va le plus choquer toute l'audience, c'est de savoir à quel point le plan de Scott avait été prémédité. Alors oui, il s'était déguisé, avait pris l'arme de son frère, mais ce n'est pas tout. Il avait pris des bouchons d'oreilles pour lui, pour ne pas être trop embêté par le bruit de l'arme, et pire, il avait même recherché sur internet si cette arme serait assez efficace contre des policiers s'ils répondaient avec des gilets pare-balles. Aussi, la police a également déclaré que Scott avait lu des informations sur les attentats terroristes de Londres en 2017 sur son téléphone portable peu de temps avant le meurtre. Donc là, ça venait quand même prouver que Scott n'avait pas subi une crise de folie comme ça pendant qu'il était avec sa famille. Non, tout ça a été préparé depuis assez longtemps d'ailleurs, et Scott dira même que parfois, ça faisait quand même quelques mois que il allait chercher l'arme de son frère et juste la prenait dans ses mains et la regardait, donc c'était quelque chose qu'il imaginait, qu'il le travaillait depuis déjà longtemps. Donc comme vous le savez sûrement, au tribunal, il y a une différence entre des meurtres spontanés et des meurtres qui ont été prémédités. Un meurtre qui a été prémédité est un meurtre au premier degré et donc le coupable risque une plus grosse peine. Et ici, c'est ce qui arrive à Scott. Mais alors, quelle va être la défense de Scott et son avocat? Eh bien, ils vont faire valoir que Scott était malade mentalement et il ne pouvait donc pas être jugé telle une personne saine mentalement. Son avocat a alors réclamé que Scott soit jugé non coupable pour cause d'aliénation. Il dira d'ailleurs: Scott est schizophrène et autiste et n'a pas été soigné toute sa vie. C'est la grande tragédie de cette affaire. Ce n'est pas quelqu'un qui a tué 20 personnes lors d'un concert parce qu'il a un point de vue radical ou qu'il est foudrage. C'est un garçon malade mental qui a souffert d'un épisode délirant aigu. Il n'avait aucune appréciation de ce qu'il a fait ou de l'ampleur de la tragédie à l'époque. Il n'en a pas plus maintenant. Le procès s'est alors consacré sur la question de savoir si Scott était criminellement fou au moment où il a commis tous ces meurtres. Pour le procureur, ce n'était évidemment pas le cas, Scott était coupable, mais la défense va essayer de le persuader du contraire. Évidemment, Jonathan, le frère de Scott qui était présent cette nuit-là, va être appelé à la barre pour témoigner, et son témoignage sera d'ailleurs extrêmement intéressant. Tout d'abord, il expliquera que le soir du réveillon du Nouvel An, son frère était totalement normal, il paraissait heureux, il n'y avait vraiment rien à signaler. Par contre, même si évidemment il se rend compte de la situation et qu'il précisera souvent qu'il a été détruit psychologiquement par tous les événements, il a quand même tenu à expliquer au jury qu'il savait que son jeune frère était différent des autres enfants de son âge. Jonathan expliquera que son petit frère avait des capacités mentales plus faibles que les autres de son âge et qu'il était moins débrouillard. Et même s'il était âgé de 16 ans, c'était sa maman qui l'habillait chaque jour et qui lui cuisinait ses propres repas. D'ailleurs, Jonathan dira aussi que Scott croyait toujours au Père Noël. Il dira « J'aidais à cacher ses cadeaux dans le grenier pour qu'il croie que le Père Noël lui avait apporté les cadeaux. Et les cadeaux étaient étiquetés Père Noël. » Il dira aussi que son frère avait toujours été un adolescent solitaire. Il n'avait pas de petite amie, même s'il avait souvent dit qu'il voulait en avoir une. Il n'avait pas beaucoup d'amis non plus et par exemple, il voulait pas passer le permis de conduire, même s'il avait atteint l'âge pour le passer. Il dormait aussi très souvent dans le lit de ses parents, même s'il avait une chambre et un lit superposés juste à côté de la leur. Mais on apprend que Scott se préoccupait aussi de son avenir car il avait souvent dit vouloir aller à l'université pour étudier les plantes. Mais aussi, et c'est assez dingue, il voulait étudier la psychologie comportementale. Il avait aussi dit plusieurs fois à ses parents qu'il aurait bien voulu rejoindre l'armée, mais voilà, avec ça on se rend compte que Scott pensait vraiment sur un long terme et pas sur un court terme. Mais ce n'est pas tout, le grand-père de Scott témoignera lui aussi et expliquera que son petit-fils était sur le spectre de l'autisme et qu'il avait eu une sorte d'anomalie cérébrale causée à la naissance. Sa famille savait donc que parfois Scott avait des schémas de pensée un peu différents des autres et on va d'ailleurs apprendre au procès
que un peu avant la tuerie, il s'était déjà confié à sa maman en lui disant que parfois il ressentait le désir de tuer ses parents ou même le reste de sa famille. Il avait alors fait un appel à l'aide, il lui avait dit qu'il avait très peur de ses pensées et qu'il avait besoin de parler à une psychologue, à un thérapeute, à un psychiatre, n'importe qui, mais qu'il avait besoin de se faire aider. Mais là, on va apprendre au procès que cet appel à l'aide, la maman de Scott n'a pas voulu l'entendre. En fait, on va apprendre que la maman de Scott, oui, elle savait que son fils avait un problème, un certain retard mental, mais c'est pas qu'elle aimait ça, évidemment, on souhaite pas à ses enfants d'être différents des autres, mais disons que elle aimait bien le fait que son fils soit aussi dépendant d'elle, qu'il ait autant besoin de sa maman. Elle le maternait énormément et elle savait que ce n'était pas normal. Donc, quand son fils lui a demandé pour parler à un psychologue, elle lui a dit non, tout en lui précisant que si il parlait à un psychologue, ce psychologue allait sans doute tenter de l'éloigner d'elle et selon ses mots, qu'il finirait à la poubelle. Donc voilà, on comprend ici que la maman de Scott avait peur des psychologues, qu'elle savait qu'elle n'aidait pas son fils en le maternant autant, mais disons qu'elle avait beaucoup de mal à couper le cordon comme on dit, et donc elle avait peur que son fils voie ce psychologue. Et donc elle s'était dit, oui, il a des pensées un peu bizarres, mais c'est tout, il va jamais passer à l'acte et au pire il peut parler avec moi. Mais voilà la tante de Scott, Michelle Monino, qui vivait justement dans le sous-sol de la maison où il habitait, viendra aussi témoigner. Elle dira que ça faisait quand même des mois qu'elle était inquiète justement parce que elle avait entendu Scott à plusieurs reprises dire qu'il avait envie de tuer sa famille. Elle dira l'avoir entendu dire qu'il ne voulait blesser personne, mais qu'il allait peut-être finir par devoir le faire. Donc sa famille savait que quelque chose n'allait pas, mais encore une fois, sa maman a fait barrage et a refusé qu'on le soigne. Mais voilà, si effectivement la défense de Scott va se baser sur des rapports de médecins pour prouver que Scott était bel et bien souffrant de plusieurs troubles et maladies mentales et que les témoignages de ses proches allaient aussi dans ce sens, eh bien le procureur du district, lui, va penser encore une fois autrement. Il avait de son côté un psychiatre médico-légal de grande renommée qui avait interrogé plusieurs tueurs de masse et tueurs en série. Ce psychiatre dira alors lors de l'audience que malgré tout, Scott avait agi délibérément et se rendait compte qu'il avait commis plusieurs homicides. Il savait donc que ses actions étaient mauvaises. D'ailleurs, au procès, l'interrogatoire que Scott avait passé la nuit des meurtres a été visionné et plusieurs passages seront relevés par l'accusation. Par exemple, à un moment donné, pendant cet entretien, on a l'agent qui l'interroge qui va demander à Scott si pendant les meurtres ou avant il avait entendu des voix et Scott dira que non. L'agent de police va insister, il lui dira mais peut-être que tu as eu des visions, tu as vu des choses qui n'existaient pas et Scott insistera pour dire que non, rien de tout ça, il n'avait rien vu, rien entendu, aucune hallucination. À un autre moment, le détective demandera à Scott si, avant le massacre, il avait déjà eu envie de tuer des gens et Scott répondra que oui. Et l'agent de police lui demandera ce qu'il avait retenu et Scott dira « Je sais pas, je suis beaucoup trop fatigué. Je doute que je le referai, mais je ne suis pas sûr. » Donc là, on comprend qu'il dit que ce qu'il a retenu avant, c'était comme la flemme et que voilà, c'est trop de choses dans sa vie et qu'il sait pas s'il le referait parce que vraiment, ça le fatigue. Vous voyez, c'est pas une réponse qu'on donne quand on est vraiment très sain d'esprit. Après, comme je le répète, cet interrogatoire a eu lieu seulement 4 heures après les meurtres et sans doute que Scott était toujours dans un certain état de choc, il avait sans doute toujours une certaine adrénaline et comme il le dit, il n'avait pas l'impression d'être lui et sans doute qu'il était encore dans cet état de dissociation. Donc c'est normal aussi que ses réponses soient aussi vastes et aussi bizarres. Par contre, l'agent de police qui avait interrogé Scott lors de son interrogatoire ce soir-là viendra à la barre et expliquera que ce soir-là, elle avait été extrêmement surprise parce que Scott était très calme. Son témoignage va être important parce que elle va quand même venir nous dire que Scott n'était pas totalement dissocié de sa personne au moment des meurtres parce que Scott lui a confié qu'au moment où il était en train de tuer sa famille, il a voulu recharger son fusil et à ce moment-là, il était un petit peu stressé, sa main tremblait, etc. Donc il ressentait des émotions, et il était stressé et ça prouve qu'il n'était pas totalement en dehors de son corps parce que sinon il n'aurait pas ressenti d'émotions. Bon, c'est quand même vite dit parce que évidemment la psychologie est bien plus compliquée que ça, il y a plein de choses à comprendre dans l'esprit humain. Mais voilà, en gros, on comprend là-dedans que si il a eu peur, s'il a stressé à un moment donné pour le fusil, c'est qu'il était quand même un petit peu lui-même.
Finalement, la sentence va tomber et Scott sera reconnu coupable de 4 meurtres et condamné à une peine de prison à perpétuité. Le juge Marc Lemieux indiquera également qu'il ne sera éligible à la libération conditionnelle que dans 127 ans et 6 mois. Donc autant vous dire que le but était qu'il reste toute sa vie en prison. D'ailleurs, le juge Lemieux s'exprimera à la fin du procès et dira « L'intention de ce tribunal est que cet accusé ne revoie plus jamais la lumière de l'extérieur d'une cellule de prison. J'espère qu'un jour vous vous rendrez compte de l'ampleur de ce que vous avez fait ici. En reconnaissant la criminalité des actions de l'accusé, nous reconnaissons également qu'il s'agit d'une tragédie pour tous les membres de la famille qui doivent pleurer cette perte énorme. Ce bureau continuera de tenir pour responsables les auteurs de violences armées. » Voilà, c'est comme ça que se termine cette histoire. J'attends en tout cas avec impatience vos réactions en commentaire, vos avis. Est-ce que pour vous, la prison à perpétuité était la meilleure décision pour Scott? Ou est-ce que peut-être il aurait dû aller dans un hôpital psychiatrique, peut-être pour toute sa vie? C'est pas ça la question, parce qu'évidemment ce qu'il a fait est grave. Mais est-ce que vraiment il était lui-même? Rappelons-nous qu'il avait seulement 16 ans. Sans doute qu'il devait avoir de gros problèmes psychiatriques. Il y a tout cet épisode avec sa mère où il a demandé à être soigné, il n'a pas eu les soins. Donc voilà, tout ça pose quand même énormément de questions. Mais voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, à mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous a intéressé. Et sinon, moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!